Ouais, finalement, j'ai pu reprendre ma place sur le banc. Je suis quand même content. Donc, comme vous avez vu, j'ai coupé à la page 33. Donc, dans le titre de la vidéo, je vais préciser c'est de quelle page à quelle page. J'essaie de finir sur des pages piles. Par exemple, là, c'était de 9 à 33. Donc, de 9, le 9, c'est le début d'un truc. Et 33, la fin de la page se finit par un point. Fait que je vais essayer de finir les pages comme ça, d'en lire peut-être une vingtaine, une trentaine par vidéo. Donc, on continue à la page 34. Elle est le lieu au seuil de quoi le silence commence. Ce qui s'y passe, c'est justement le silence. Ce lent travail pour toute ma vie. Je suis encore là devant ces enfants possédés à la même distance du mystère. Je n'ai jamais écrit, croyant le faire, je n'ai jamais aimé. Je croyant aimer, je n'ai jamais rien fait qu'attendre devant la porte fermée. Quand je suis sur le bac du Mékong, ce jour de la limousine noire, la concession du barrage n'a pas encore été abandonnée par ma mère. De temps en temps, on fait encore la route, comme avant, la nuit. On y va encore tous les trois. Tous les trois. De temps en temps, on fait encore la route, comme avant, la nuit. On y va encore tous les trois. On va y passer quelques jours. On reste là, dans la véranda du bungalow, face à la montagne du Siam. Et puis on repart. Elle n'a rien à y faire, mais elle y revient. Mon petit frère et moi, on est près d'elle. Sur la véranda face à la forêt. On est trop grand maintenant. On ne se baigne plus dans le lac. On ne va plus chasser la panthère noire dans les marécages, des embouchures. On ne va plus ni dans la forêt, ni dans les villages des poivrières. Tout a grandi autour de nous. Il n'y a plus d'enfants, ni sur les buffles, ni ailleurs. On est atteint d'étrangeté, nous aussi, et sur la même lenteur que celle qui a gagné ma mère, nous a gagné nous aussi. On n'a appris rien, à regarder la forêt, à attendre, à pleurer. Les terres du bas sont définitivement perdues. Les domestiques cultivent les parcelles du haut. On leur laisse le paddy. Ils restent là, sans salaire. Ils profitent des bonnes paillotes que ma mère a fait construire. Ils nous aiment comme si nous étions des membres de leur famille. Ils font comme s'ils gardaient le bungalow et ils le gardent. Rien ne manque à la pauvre vaisselle. La toiture pourrie sur les pluies continue à disparaître. Mais les meubles sont nettoyés et la forme du bungalow est là, pure comme un dessin, visible dans la route. Les portes sont ouvertes chaque jour pour que le vent passe et sèche le bois, et fermées le soir aux chiens errants, aux contrebandiers de la montagne. Ce n'est donc pas à la cantine de Réam, vous voyez, comme je l'avais écrit, que je rencontre l'homme riche à la limousine noire. C'est après l'abandon de la concession, 2 ou 3 ans après, sur le banc, ce jour, que je raconte dans cette lumière de brume et de chaleur. C'est 1 an et demi après cette rencontre que ma mère rentre en France avec nous. Elle vendra tous ses meubles et puis elle ira une dernière fois au barrage. Elle s'assiera sur la véranda face au couchant. On regardera une fois encore vers le Siam. Une dernière fois, jamais ensuite, lorsqu'elle quittera de nouveau la France, quand elle changera encore d'avis et qu'elle reviendra encore une fois en Indochine pour prendre sa retraite à Saigon. Plus jamais elle n'ira devant cette montagne, devant ce ciel jaune et vert au-dessus de cette forêt. Oui, que je dise, déjà tard dans sa vie, elle a recommencé. Elle a fait une école de langue française, la nouvelle école française, qui lui permettra de payer une partie de mes études et d'entretenir son fils aîné pendant tout le temps qu'elle a vécu. Si le petit frère est mort en 3 jours d'une bronchopneumonie, le cœur n'a pas tenu. C'est à ce moment-là que j'ai quitté ma mère. C'était pendant l'occupation japonaise. Oui, ça se passe au moins dans les années 40. Dans les années 40, petit point culture historique. Le Japon, c'était une grande puissance coloniale
Et à peu près toute l'Asie du Sud-Est, l'Indochine, c'était eux autres qui les contrôlaient. Donc le Vietnam en fait partie. Tout s'est terminé ce jour-là. Je ne lui ai plus jamais posé de questions sur notre enfance, sur elle. Elle est morte pour moi de la mort de mon petit frère. De même que mon frère aîné. Je n'ai pas surmonté l'horreur qu'ils m'ont inspirée tout à coup. Il ne m'importe plus. Je ne sais plus rien d'eux après ce jour-là. Je ne sais pas encore comment elle a réussi à payer ses dettes au Chiti. Un jour, ils ne sont plus venus. Je les vois. Ils sont assis dans le petit salon de Sadek habillés de pagne blanc. Ils restent là sans un mot. Des mois, des années, on entend ma mère qui pleure, qui les insulte. Elle est dans sa chambre, elle ne veut pas en sortir. Elle crie, qu'on la laisse, ils sont sourds, calmes, souriants, ils restent. Et puis un jour, il n'y en a plus. Ils sont morts, maintenant, la mère et les deux frères. Pour les souvenirs, c'est aussi trop tard. Maintenant, je ne les aime plus. Je ne sais plus si je les ai aimés, je les ai quittés. Je n'ai plus dans ma tête le parfum de sa peau, ni dans mes yeux la couleur de ses yeux. Je ne me souviens plus de la voix, sauf parfois de celle de la douceur avec la fatigue du soir. Le rire, je ne l'entends plus. Ni le rire, ni les cris. C'est fini. Je ne me souviens plus. C'est pourquoi j'en écris si facile d'elle maintenant, si long, si étiré. Il est devenu écriture courante. Elle a dû rester à Saigon de 1932 à 1949, cette femme. C'est en décembre 1942 que mon petit frère meurt. Elle ne peut plus bouger de nulle part. Elle est restée là-bas, près de la tombe, elle dit. Et puis elle a fini par entrer en France. Mon fils avait 2 ans quand nous sommes revenus. C'était trop tard pour se retrouver. Dès le premier regard, on l'a compris. Il n'y avait plus rien à retrouver. Sauf avec le fils aîné, c'était fini pour tout le reste. Il est allé vivre et mourir dans le Loir-et-Cher, dans le faux château Louis XIV. Elle habitait avec Do. Elle avait encore peur la nuit. Elle avait acheté un fusil. Do faisait le guet dans les chambres mansardées du dernier étage du château. Elle avait acheté aussi une propriété à son fils aîné près d'Amboise. Il y avait des bois. Il a fait couper les bois. Il est allé jouer l'argent dans un club de baccarat à Paris. Les bois ont été perdus en une nuit. Là où le souvenir ploie tout à coup, où mon frère peut-être me fait venir des larmes, c'est après la perte de l'argent de ces bois. Ce que je sais, c'est qu'on le retrouve couché dans son automobile à Montparnasse devant la coupole, qu'il veut mourir. Après, je ne sais plus. Ce qu'elle avait fait, elle, de son château, est proprement inimaginable. Cela toujours pour le fils aîné qui ne sait pas, lui, l'enfant de 50 ans, gagner de l'argent. Elle achète des couveuses électriques, elle les installe dans le grand salon du bas. Elle a 600 poussins. Putain. Elle achète des couveuses électriques et les installe dans le grand salon du bas. Elle a 600 poussins d'un coup, 40 mètres carrés de poussins. Elle s'était trompée dans le maniement des infrarouges. Aucun poussin ne réussit à s'alimenter. Les 100 poussins dont le bec qui ne coïncide pas, qui ne ferme pas, ils crèvent tous de faim. Elle ne recommencera plus. Je suis venu au château pendant l'éclosion des poussins. C'était la fête. Ensuite, la puanteur des poussins morts et celle de leur nourriture est telle que je ne peux plus manger dans le château de ma mère sans vomir. Elle est morte entre Do et celui qu'elle appelle son enfant dans sa grande chambre du premier étage, celle où elle mettait des moutons à dormir. 4 ou 6 moutons autour de son lit aux périodes de gel pendant plusieurs hivers, les derniers. C'est là dans la dernière maison, celle de la Loire, quand elle en aura terminé avec son va-et-vient incessant à la fin des choses de cette famille. C'est là que je vois clairement la folie pour la première fois. Je vois que ma mère est clairement folle. Je vois que Do et mon frère ont toujours eu accès à cette folie. Que moi, non. Je ne l'avais jamais encore vue. Que je n'avais jamais vu ma mère dans le cas d'être folle. Elle l'était, de naissance, dans le sang. Elle n'était pas malade de sa folie. Elle vivait comme la santé. Entre Do et le fils aîné. Personne d'autre qu'eux n'en avait l'entendement. Elle avait toujours eu beaucoup d'amis. Elle gardait les mêmes pendant de longues années et elle s'en était toujours fait de nouveaux, souvent très jeunes, chez les arrivants des postes de brousse ou plus tard chez les gens de la Touraine, parmi lesquels il y avait des retraités des colonies françaises. Elle retenait les gens auprès d'elle et cela à tout âge.
Grâce à son intelligence, disait-il, si vive, de sa gaieté, de ce naturel incomparable qui, qui jamais ne lassait. Je ne sais pas qui avait pris la photo du désespoir, celle de la cour de la maison de Hanoï. Peut-être mon père une dernière fois. Dans quelques mois, il serait rapatrié en France pour raison de santé. Avant, il changera de poste. Il sera nommé à Phnom Penh. Il en restera quelques semaines. Il mourra dans moins d'un an. Ma mère aura refusé de suivre en France. Elle sera restée là où elle était, arrêtée là, à Phnom Penh, dans cette résidence admirable qui donne sur le Mekong, l'ancien palais du roi du Cambodge, au milieu de ce parc effrayant des hectares où ma mère a peur. La nuit, elle nous fait peur. Nous dormons tous les quatre dans le même lit. Elle dit qu'elle a peur de la nuit. C'est dans cette résidence que ma mère apprendra la mort de mon père. Elle apprendra avant l'arrivée du télégramme, dès la veille, à un signe qu'elle était seule à avoir vu et à savoir entendre, à cet oiseau qui en pleine nuit avait appelé, affolé, perdu dans le berceau de la face nord du palais, celle de mon père. C'est aussi là, à quelques jours de la mort de son mari, en pleine nuit aussi, que ma mère s'est trouvée face à l'image de son père à elle. Elle l'allume. Il est là. Il se tient près de la table, debout dans le grand salon octogonal du palais. Il la regarde. Je me souviens d'un hurlement, d'un appel. Elle nous a réveillés. Elle nous a raconté l'histoire comment il était habillé dans son costume du dimanche, gris. Comment il se tenait, son regard droit sur elle. Elle dit, je l'ai appelé comme quand j'étais petite. Elle a dit, je n'ai pas peur. Elle a couru vers l'image disparue. Les deux étaient morts aux dates et aux heures des oiseaux, des images. De là, sans doute, l'admiration que nous avions pour le savoir de notre mère en toutes choses, y compris celle de la mort. L'homme élégant est descendu de la limousine. Il fume une cigarette anglaise. Il regarde la jeune fille au feutre d'homme et aux chaussures d'or. Il vient vers elle lentement. C'est visible. Il est intimidé. Il ne sourit pas tout d'abord. Tout d'abord, il lui offre une cigarette. Sa main tremble. Il a cette différence de race. Il n'est pas blanc. Il doit la surmonter. C'est pourquoi il tremble. Elle lui dit qu'elle ne fume pas, non merci. Elle ne dit rien d'autre. Elle ne lui dit pas, laissez-moi tranquille. Alors il a moins peur. Alors il lui dit qu'il croit rêver. Elle ne répond pas. Ce n'est pas la peine qu'elle réponde. Que répondrait-elle? Elle attend. Alors il le lui demande. Mais d'où venez-vous? Elle dit qu'elle est la fille de l'institutrice de l'école de filles de Sadek. Il réfléchit et puis il dit qu'il a entendu parler de cette dame, sa mère, de son manque de chance dans cette concession qu'elle aurait achetée au Cambodge. C'est bien ça, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Il répète que c'est tout à fait extraordinaire de la voir de ce bac. Si tôt le matin, une jeune fille belle comme elle l'est, vous ne vous rendez pas compte, c'est très inattendu. Une jeune fille blanche dans un corps indigène. Il dit que le chapeau lui va bien, très bien même, que c'est original, un chapeau d'homme. Pourquoi pas? Elle est si jolie, elle peut tout se permettre. Elle le regarde. Elle lui demande qui il est. Il dit qu'il revient de Paris où il a fait ses études et qu'il habite Sadek lui aussi, justement sur le fleuve, la grande maison, avec les grandes terrasses aux balustrades de céramique bleue. Elle lui demande ce qu'il est. Il dit qu'il est chinois, que sa famille vient de la Chine du Nord, de Fuchuan. Voulez-vous me permettre de vous ramener chez vous à Saigon? Elle est d'accord. Il dit au chauffeur de prendre les bagages de la jeune fille dans le corps et de les mettre dans l'auto noire. Chinois. Il est de cette minorité financière d'origine chinoise qui tient tout l'immobilier populaire de la colonie. Il est celui qui passait le Mekong ce jour-là en direction de Saigon. Elle erre dans l'auto noire. La portière se referme. Une détresse à peine ressentie se produit tout à coup. Une fatigue. La lumière sur le fleuve qui se ternit. Mais à peine. Une surdité très légère aussi. Un brouillard partout. Je ne ferai plus jamais le voyage encore pour indigène. Dorénavant, j'aurai une limousine pour aller au lycée et me ramener à la pension. Je dirais dans les endroits les plus élégants de la ville. Et je serai toujours là à regretter tout ce que je fais, tout ce que je laisse, tout ce que je prends, le bon comme le mauvais, le corps, le chauffeur du corps avec qui je riais, les vieilles chiqueuses de Bethel des places arrière, les enfants sur les porte-bagages, la famille de Sadek, l'horreur de la famille de Sadek, son silence génial,
Il parlait. Il disait qu'il s'ennuyait de Paris, des adorables parisiennes, des noces, des bombes. Ah là là, de la coupole, de la rotonde. Moi, la rotonde, je préfère. Des, les- Moi, la rotonde, je préfère. Des boîtes de nuit, de cette existence épatante qu'il avait menée pendant 2 ans. Elle écoutait attentivement, attentive aux renseignements de son discours qui débouchait sur la richesse qui aurait pu donner une indication sur le montant des millions. Il continuait à raconter. Sa mère, à lui, était morte. Il était enfant unique. Seul lui restait le père détenteur de l'argent. Mais vous savez ce que c'est. Il est arrivé à sa pipe d'opium face au fleuve depuis 10 ans. Il cherche sa fortune depuis son lit de camp. Elle dit qu'elle voit. Il refusa le mariage de son père avec la petite prostituée blanche du poste de Sadek. Un petit truc, là, il parle de... Il est arrivé à sa pipe d'opium. À l'époque, je pense plus de la moitié des Chinois étaient accros à l'opium. Ils fumaient ça comme une chicha et c'est vraiment de la merde. Déjà qu'on sait que le tabac, le cannabis, c'est pas bon, mais l'opium, c'est encore pire parce que c'est très toxique. Mais c'était tellement addictif et ça faisait tellement du bien sur le moment que les Chinois n'y arrêtaient pas. Puis c'est à cause des Anglais qui l'importaient. L'image commence bien, avant qu'il ait abordé l'enfant blanche près du bastingage, au moment où il est descendu de la limousine noire, quand il a commencé à s'approcher d'elle, et qu'elle, elle le savait qu'il avait peur. Dès le premier instant, elle sait quelque chose comme ça, à savoir qu'il est à sa merci. Donc que d'autres que lui pourraient être aussi à sa merci si l'occasion se présentait. Elle sait aussi quelque chose d'autre, que dorénavant le temps est sans doute arrivé où il ne peut plus échapper à certaines obligations qu'elle a envers elle-même. Et que de cela, la mère ne doit rien apprendre, ni les frères, elle le sait aussi ce jour-là. Dès qu'elle a pénétré dans l'auto noire, elle l'a su. Elle a l'écart de cette famille pour la première fois et pour toujours. Désormais, nous ne vivrons... J'ai foiré ma blague. Désormais, nous ne vivrons plus ensemble. Désormais, ils ne doivent plus savoir ce qu'il adviendra d'elle. Qu'on la leur prenne, qu'on la leur emprunte, qu'on la leur blesse, qu'on la leur gâche. Ils ne doivent plus le savoir. Ni la mère, ni les frères. Ce sera désormais leur sort. C'est déjà en pleurer dans la limousine noire. L'enfant maintenant aura affaire avec cet homme-là, le premier, celui qui s'est présenté sur le bac. La blague, c'est une toune d'Aznavour. C'est arrivé très vite ce jour-là, un jeudi. Il est venu tous les jours la chercher au lycée pour la ramener à la pension. Et puis une fois, il est venu un jeudi après-midi à la pension. Il l'a emmené dans l'automobile noire. C'est à Cholin. C'est à l'opposé des boulevards qui relient la ville chinoise au centre de Saigon. Ces grandes voies à l'américaine sillonnées par les tramways, les pousse-pousse, les corps. C'est tôt dans l'après-midi. Elle a échappé à la promenade obligatoire des jeunes filles du pensionnat. C'est un compartiment au sud de la ville. L'endroit est moderne, meublé à la va-vite, dirait-on, avec des meubles de principe modern style. Il dit « Je n'ai pas choisi les meubles. » Il fait sombre dans le studio. Elle ne demande pas qu'il ouvre les persiennes. Elle est sans sentiment très défini, sans haine, sans répugnance non plus. Alors, est-ce sans doute là déjà du désir? Elle en est ignorante. Elle a consenti à venir dès qu'il le lui a demandé la veille au soir. Elle est là où il faut qu'elle soit, déplacée là. Elle éprouve une légère peur. Il semblerait, en effet, que cela doive correspondre non seulement à ce qu'elle attend, mais à ce qui devrait arriver précisément dans son cas à elle. Elle est très attentive à l'extérieur des choses, à la lumière, au vacarme de la ville dans laquelle la chambre est immergée. Lui, il tremble. Il la regarde tout d'abord comme s'il attendait qu'elle parle, mais elle ne parle pas. Alors il ne bouge pas non plus. Il ne la déshabille pas. Il dit qu'il l'aime comme un fou, comme un soldat, comme un star de cinéma. Elle dit, je suis bon dans les jokes de tune. Là, c'est Je t'aime de Lara Fabian. Il le dit tout bas, puis il se tait. Elle ne lui répond pas. Elle pourrait répondre qu'elle ne l'aime pas. Elle ne dit rien. Tout à coup, elle sait, là, à l'instant, elle sait qu'il ne la connaît pas, qu'il ne la connaîtra jamais, qu'il n'a pas les moyens de connaître tant de perversité. Et
et de faire tant et tant de détours pour l'attraper. Lui, il ne pourra jamais. C'est à elle à savoir. Elle sait. À partir de son ignorance à lui, elle sait tout à coup. Elle lui plaisait déjà sur le bac. Il lui plaît, la chose ne dépendait que d'elle seule. Elle lui dit, « Je préférais que vous ne m'aimiez pas. Mais même si vous m'aimiez, je voudrais que vous fassiez comme d'habitude avec les femmes. » Il la regarde comme épouvantée. Il demande, « C'est ce que vous voulez? » Elle répond que oui. Il a commencé à souffrir, là, dans la chambre. Pour la première fois, il ne ment plus sur ce point. Il lui dit que déjà, il sait qu'elle ne l'aimera jamais. Qu'elle ne l'aimera jamais. Elle le laisse dire. D'abord... Putain... Elle le laisse dire. D'abord, elle dit qu'elle ne sait pas. Puis, elle le laisse dire. Il dit qu'il est seul, atrocement seul avec cet amour qu'il a pour elle. Elle lui dit qu'elle aussi, elle est seule. Elle ne dit pas avec quoi. Il dit, « Vous m'avez suivi jusqu'ici, comme vous auriez suivi n'importe qui. » Elle répond qu'elle ne peut pas savoir, qu'elle n'a jamais suivi personne dans une chambre. Elle lui dit qu'elle ne veut pas qu'il lui parle, que c'est ce qu'elle veut. Désolé. Que ce qu'elle veut, c'est qu'il fasse comme d'habitude, il fait avec les femmes qu'il emmène dans sa garçonnière. Elle le supplie de faire de cette façon-là. Il a arraché la robe, il la jette. Il a arraché le petit slip de coton blanc et il la porte ainsi nue jusqu'au lit. Et alors il se tourne de l'autre côté du lit et il pleure. Et elle, lente, patiente, elle le ramène vers elle et elle commence à le déshabiller. Wow. Et décidément, les yeux fermés, elle le fait, lentement. Il veut faire des gestes pour l'aider. Elle lui demande de ne pas bouger. « Laisse-moi. » Elle dit qu'elle veut le faire, elle. Elle le fait, elle le déshabille. Quand il lui demande, il déplace son corps dans le lit, mais à peine, avec légèreté, pour ne pas la réveiller. La peau est d'une somptueuse douceur. Le corps est maigre, sans force, sans muscles. Il pourrait avoir été malade, être en convalescence. Il est imberbe, sans virilité, pas comme moi, autre que celle du sexe. Il est très faible. Il paraît être à la merci d'une insulte souffrant. Il ne le regarde pas au visage. Elle ne le regarde pas. Elle le touche. Elle touche la douceur du sexe, de la peau. Elle caresse la couleur dorée, l'inconnue nouveauté. Il gémit, il pleure. Il est dans un amour abominable. Et pleurant, il le fait. D'abord, il y a la douleur, et après, cette douleur est prise à son tour. Elle est changée, lentement arrachée, emportée vers la jouissance, embrassée à elle. La mère, sans forme, simplement incomparable. Déjà sur le bac avant son heure, l'image aurait participé à cet instant. L'image de la femme au bas reprisée à traverser la chambre. Elle apparaît enfin comme l'enfant. Les fils le savent déjà. La fille, pas encore. Ils ne parleront jamais de la mère ensemble, de cette connaissance qu'ils ont et qui les sépare d'elle, de cette connaissance décisive, dernière, celle de l'enfance de la mère. La mère n'a pas connu la jouissance. Je ne savais pas que l'on saignait. Il me demande si j'ai eu mal. Je dis non. Il dit qu'il en est heureux. Il essuie le sang, il me lave, je le regarde faire. Insensiblement, il revient désirable. Je me demande comment j'ai eu la force d'aller à l'encontre de l'interdit proposé par ma mère, avec ce calme, cette détermination. Comment je suis arrivé à aller jusqu'au bout de l'idée. Nous nous regardons, il embrasse mon corps. Il me demande pourquoi je suis venu. J'ai dit que je devais le faire, que c'en était comme d'une obligation. C'était la première fois que nous parlons. Je lui parle de l'existence de mes deux frères. Je dis que nous n'avions pas d'argent, plus rien. Il connaît ce frère aîné. Il l'a rencontré dans les fumeries du poste. Je dis que ce frère vole ma mère pour aller fumer, qu'il vole les domestiques et que parfois les tenanciers des fumeries viennent réclamer de l'argent à ma mère. Je lui parle des barrages. Je dis que ma mère va mourir, que cela ne peut plus durer, que la mort très proche de ma mère doit être aussi en corrélation avec ce qu'elle m'est arrivé aujourd'hui. Je m'aperçois que je le désire. Il me plaint. Je lui dis que non. Je ne suis pas à plaindre, que personne ne l'est sauf ma mère.
Il me dit, « Tu es venu parce que j'ai de l'argent. » Je dis que je le désire ainsi avec son argent, que lorsque je l'ai vu, il était déjà dans cet auto, dans cet argent, et que je ne peux donc pas savoir ce que j'aurais fait s'il en avait été autrement. Il dit, « Je voudrais t'emmener, partir avec toi. » Je dis que je ne pourrais pas encore quitter ma mère sans mourir de peine. Il dit que décidément, il n'a pas eu de chance avec moi, mais il me donnera quand même de l'argent, de ne pas m'inquiéter. Il s'est allongé de nouveau nous taisons. Le bruit de la ville est très fort, comme ici. Dans le souvenir, il est le son d'un film mis trop haut qui assourdit. Je me souviens bien, la chambre est sombre. On ne parle pas. Elle est entourée du vacarme continu de la ville, embarquée dans la ville, dans le train de la ville. Il n'y a pas de vitres aux fenêtres. Il y a des stores et des persiennes. Sur les stores, on voit les ombres des gens qui passent dans le soleil des trottoirs. Ces foules sont toujours énormes. Les ombres sont régulièrement striées par les raies des persiennes. Les claquements des sabots de bois cognent la tête. Les voix sont stridentes. Le chinois est une langue qui se crie, comme j'imagine toujours les langues du désert. C'est une langue incroyablement étrangère. C'est la fin du jour dehors. On le sait au bruit des voix et à celui des passages, de plus en plus nombreux, de plus en plus mêlés. C'est une ville de plaisir qui bat son plein la nuit. Et la nuit commence maintenant avec le coucher du soleil. Le lit est séparé de la ville par ses persiennes à claire-voie, ce store de coton. Aucun matériau dur ne nous sépare des autres gens. Eux, ils ignorent notre existence. Nous percevons quelque chose de la leur. Le total de leur voix, de leurs mouvements, comme une sirène qui lancerait une clameur brisée, triste, sans écho. Des odeurs de caramel arrivent dans la chambre, celles des cacahuètes grillées, des soupes chinoises, des viandes rôties, des herbes, du jasmin, de la poussière, de l'encens, du feu de charbon de bois. Le feu se transporte ici dans des paniers. Il se vend dans les rues. L'odeur de la ville est celle des villages. Il se vend dans les rues. L'odeur de la ville est celle des villages, de la brousse, de la forêt. Je l'ai vu tout à coup dans un peignoir noir. Il était assis, il buvait un whisky, il fumait. Il m'a dit que j'avais dormi, qu'il avait pris une douche. J'avais à peine senti le sommeil venir. Il a allumé une lampe sur une table basse. C'est un homme qui a des habitudes. Je pense à lui tout à coup. Il doit venir relativement souvent dans cette chambre. C'est un homme qui doit faire beaucoup l'amour. C'est un homme qui a peur. Il doit faire beaucoup l'amour pour lutter contre la peur. Je lui dis que j'aime l'idée qu'il ait beaucoup de femmes, celle d'être parmi ces femmes confondues. On se regarde. Il comprend ce que je viens de dire. Le regard altéré tout à coup, faux, pris dans le mal, la mort. Je lui dis de venir, qu'il doit recommencer à me prendre. Il vient, il sent bon la cigarette anglaise, le parfum cher. Il sent le miel. À force, sa peau a pris l'odeur de la soie, celle fruitée du tussor de soie, celle de l'or, il est désirable. Je lui dis ce désir de lui. Il me dit d'attendre encore. Il me parle. Il dit qu'il a su tout à coup, dès la traversée du fleuve, que je serais ainsi, après mon premier amant, que j'aimerais l'amour. Il dit qu'il sait déjà que lui, je le tromperais, et aussi que je tromperais tous les hommes avec qui je serais. Il dit que quant à lui, il a été l'instrument de son propre malheur. Je suis heureuse de tout ce qu'il m'annonce et je le lui dis. Il devient brutal. Son sentiment est désespéré, se jette sur moi. Il mange les seins d'enfant, il crie, il insulte. Je ferme les yeux sur le plaisir très fort, je pense. Il a l'habitude. C'est ce qu'il fait dans la vie. L'amour, seulement ça. Les mains sont expertes, merveilleuses, parfaites. J'ai beaucoup de chance, c'est clair. C'est comme un métier qu'il aurait. Sans le savoir, il aurait le savoir exact de ce qu'il faut faire, de ce qu'il faut dire. Il me traite de putain, de dégueulasse. Il me dit que je suis son seul amour, et c'est ça qu'il doit dire, et c'est ça qu'on se dit quand on laisse le dire se faire. Quand on laisse le corps faire et chercher et trouver et prendre ce qu'il veut, et là, tout est bon. Il n'y a pas de déchets. Les déchets sont recouverts. Tout va dans le torrent de l'enforce du désir. Le bruit de la ville est si proche, si près, qu'on entend son frottement contre le bois des persiennes. On entend comme s'il traversait la chambre. Je caresse son corps dans ce bruit, ce passage. La mer, l'immensité qui se regroupe, s'éloigne, revient. Je lui avais demandé de le faire encore et encore, de me faire ça. Il l'avait fait. Il l'avait fait dans l'onctuosité du sang. Et cela, en effet, avait été
Et cela, en effet, avait été à mourir. Et cela a été à en mourir.